Voici la carte militaire du 28 avril 2025 et on va commencer par les frappes générales. Alors bien évidemment, il y a des frappes partout en Ukraine concernant les frappes russes. Par contre, il y a très peu de frappes qui ont eu lieu en Russie avec des drones ukrainiens, donc ça c'était à souligner. Et il y a eu relativement peu de frappes de missiles ou de roquettes, même sur le front, par l'Ukraine. Donc là, il y a eu une baisse de régime côté ukrainien qui a été vue et qui est donc notable. Bref, maintenant concernant les frappes russes depuis la fin du cessez-le-feu qui concernait les infrastructures énergétiques que les Russes ont respectées, tout du moins c'est ce qu'ils disent, et les Ukrainiens n'ont pas relevé d'attaque sur leur infrastructure énergétique, donc on peut dire que factuellement c'est vrai. Donc, disais-je, dès la fin de la trêve sur les infrastructures énergétiques, les Russes eh bien, en ont profité et ils ont attaqué toute l'Ukraine concernant les infrastructures énergétiques, mais particulièrement Kiev, Poltava et Odessa, qui ont été particulièrement touchés concernant des installations énergétiques. La Russie aurait utilisé 10 Kinjal pour frapper des endroits militaires vraiment importants. C'est ce que dit la Russie. Maintenant, j'ai pas de confirmation vraiment complète de la part des blogueurs russes. Mais bon, je pense que ça ne saurait tarder. Ça veut dire que plusieurs points stratégiques très importants ont été découverts par les Russes, parce qu'on ne tire pas avec un Kinjal pour des cibles communes ou pas vraiment importantes. C'est uniquement sur des cibles très importantes. Et je ne crois pas que donc, ces Kinjal aient été utilisés pour des infrastructures énergétiques. Toujours dans le général à Zapalogie, on a des forces armées ukrainiennes qui ont posté sur Telegram des informations très intéressantes. Zapalogie est maintenant très surveillé. Il y a des véhicules du style Humvee qui parcourent la ville. La ville est survolée par moult et moult drones afin de surveiller sa propre population pour voir si un individu suspect fait du sabotage ou a des agissements pas normaux. Donc la ville de Zapalogie, là, elle est en effervescence. Elle est sous surveillance énorme de la part de Kiev. Alors maintenant, concernant le reste du front, qu'on va commencer par le sud comme d'habitude, dans l'oblast de Kherson que vous voyez là, il ne s'est rien passé, c'est étrangement calme, j'ai envie de vous dire, surtout là au sud de Kherson où je vous annonçais depuis des semaines beaucoup de forces armées qui s'agglutinaient ici, mais toujours rien. Pareil, ici sur Zapalogie, il y a eu une avancée il y a de cela 2 semaines et à maintenant plus rien. Alors bon, cela dit, comme je viens de vous en parler là précédemment, Zapalogie est quand même un peu en panique hein, parce que les forces russes commencent à être très proches et ils savent très bien qu'il y a une forte armée ici. Alors moi, ce que je pense concernant Zapalogie, c'est quand ça va vraiment bouger, je pense qu'avant d'aller sur Zapalogie, ils vont quand même s'occuper d'Orirov. Voilà, qui est quand même un point de défense important. Alors apparemment, ça a été bien renforcé, donc à l'avenir, il est fort possible que stratégiquement, au lieu que les Russes attaquent directement, ils fassent leur tactique typique habituelle, c'est-à-dire un encerclement pour étouffer Orirov, donc casser toutes les lignes d'approvisionnement et ensuite prendre Orirov. Je pense que ça va se finir comme ça, nous verrons bien. Alors maintenant, dans l'oblast de Donetsk, et ben dans l'oblast de Donetsk, c'est relativement calme. Là, ici, sur Velika Novosilka, il ne s'est rien passé de spécial. Là, vous voyez Shevchenko avec marqué LIT pour lithium. C'est une ex-grande mine de lithium qui n'est plus utilisée, bien sûr.
Là, la flèche stratégique d'avancement, c'est pour vous montrer que les Russes vont prendre ce chapelet de ville. Là, il y a eu une avancée, une petite avancée russe ici, donc au sud-ouest de Pakrovsk. Là, sur Pakrovsk même, eh bien, bon, gros affrontements toujours un peu partout ici. Donc ça démarre de là et ça se finit ici. Voilà, les gros affrontements sont là. Bon, rien de spécial à dire à ce niveau-là. Là, à l'est de Pakrovsk, il y a eu une avancée russe relativement importante, hein, vous voyez, c'est juste à côté de Toletsk, à ouest de Toletsk. Donc avancée russe. Donc ici sur Toletsk, eh bien étrangement, je n'ai toujours aucune annonce du Kremlin pour dire que Toletsk a été complètement prise, mais pour moi, elle l'est complètement. Donc c'est assez étonnant. Bon, il doit y avoir encore des poches de résistance. Pareil pour Tchassivial, étonnamment ça n'avance pas. Bon, étonnamment entre guillemets, parce que toutes les semaines je vous dis que c'est ici que les forces ukrainiennes sont le plus concentrées. Alors évidemment, il y avait Koursk, mais Koursk c'est terminé. Ça va être le gros morceau de la carte militaire. On en parlera à la fin. Donc Tchassivial, ça bataille énormément. Toretsk, ça bataille énormément. Pakrovsk, c'est là que ça bataille le plus par rapport à ces trois endroits. C'est Pakrovsk, ça bataille le plus. Ensuite, Tchassivial. Toretsk, ça bataille le plus. Pas dans Toretsk même, mais dans la banlieue nord de Toretsk, ça bataille beaucoup. Vous voyez qu'ici, il y a un nœud logistique qui est Kostiatinivka. Évidemment, prendre Kostiatinivka, c'est absolument stratégique. Regardez les routes qui s'entrecroisent ici, des routes principales en plus. Route qui alimente, je vous le donne en mille, Kramatorsk et ensuite Slaviansk. Voilà. Donc ça, c'était quand même à noter. Alors pourquoi là vous voyez un point sur Slaviansk, vu qu'on parle de Slaviansk, pourquoi il y a eu une épingle rouge? C'est parce que une gare importante à Slaviansk a été la cible d'un missile russe et cette gare aurait abrité un dépôt de munitions. Alors j'ai vu les photos, effectivement on voit une grosse explosion. Maintenant je ne peux pas confirmer si oui ou non il y avait vraiment un dépôt de munitions. Je viens juste de l'apprendre, donc je vais attendre plus tard ce qu'en disent les blogueurs russes. On continue. Donc un peu plus au nord sur la région de Krasny Liman, hein, c'est ça Krasny Liman, les Russes ont fait une avancée notable, hein. Vous pouvez voir que deux villes ont été complètement prises, donc c'est assez notable pour le souligner. Donc là, ici, ça avance pas mal. Par contre, dans la région d'Orerov, ici, c'est-à-dire vers Kupiansk, bon, rien de spécial, mais comme je vous l'ai dit la semaine dernière, les Russes consolident, ils consolident certainement, mais ce n'est que ma supposition, certainement pour prendre Veliki Burluk. Alors nous verrons bien. Dans tous les cas, c'est ce que je pense, c'est pour ça que j'ai mis une flèche stratégique. Alors ici, Lipsy-Vovchansk, au nord de Kharkov, pas de changement à ma connaissance. Vraiment, c'est très étonnant cette stabilité ici. Et là, évidemment, le gros de l'affaire, évidemment, le gros de l'affaire, on a Koursk. Alors, on a Gerasimov qui a annoncé à Vladimir Poutine dans un entretien télévisé que ça y est, Koursk a été complètement libéré. Alors au moment où Gerasimov disait que Koursk a été libéré, il restait quelques petites poches au sud de Gornal, ici. Mais d'après ce que j'ai compris, au moment où je vous parle, hein, on est le lundi 28, ces dernières petites poches auraient été complètement purgées de tout militaire ukrainien. Tout du moins, c'est ce que j'ai compris des blogueurs russes. Est-ce vrai, est-ce faux, je ne le sais pas, mais tout du moins, oui, on peut dire que Koursk a été entièrement libéré. Là, vous voyez, c'était les lignes de la semaine dernière, ce qui restait. Et là, vous pouvez voir que les Russes ont avancé au-delà.
Ils ont été au-delà de la frontière. Vous voyez, là, c'est la frontière russo-ukrainienne. Ils ont été au-delà. Donc, on est dans l'oblast de Soumy, là, hein. Vous voyez, Russie, Ukraine. Donc, Gornal, c'est terminé. Kursk a été entièrement reprise et ils ont même été plus loin dans leur élan. Alors maintenant, l'information qui m'a vraiment surpris, c'est Gerasimov a dit qu'il y avait effectivement des soldats nord-coréens qui les ont aidés pour reprendre Kursk. Alors là, j'avoue que j'ai été un peu abasourdi. Parce que l'affaire des soldats nord-coréens, j'en ai parlé pendant des mois, ça a été toute une histoire. Je vais pas refaire toute l'histoire parce que c'est trop long, trop complexe, mais bon, les grandes lignes, c'était, les Ukrainiens disaient, il y a des soldats nord-coréens, le problème c'est que les preuves qu'ils donnaient étaient mauvaises, il n'y avait en réalité aucune preuve de données. Le Pentagone a été réticent, et ensuite le Pentagone a confirmé, il a dit, ah oui, 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 il y a bien des soldats nord-coréens. Donc moi, personnellement, je n'y croyais pas, puisque le Kremlin ne disait rien, la Corée du Nord ne disait rien. Donc voilà, et les preuves données par le Pentagone ou les Ukrainiens étaient nulles, c'est-à-dire il n'y avait rien en réalité. Donc c'était à chaque fois démenti par les blogueurs russes, donc ça n'avait pas de valeur. Et le pire dans tout ça, c'est que je vous ai même montré un article de la BBC, d'ailleurs je vous mets le lien dans la description, donc n'hésitez pas à jeter un œil, qui avait interrogé des soldats ukrainiens à Kursk, et les soldats ukrainiens à Kursk s'étaient moqués des journalistes en disant nous, on n'a jamais vu de soldats nord-coréens à Kursk. Donc évidemment tout ça faisait que on n'y croyait pas. Et le pire du pire, c'est aussi, on a carrément Zelensky qui, 2 mois, 3 mois après cette histoire de soldats nord-coréens qui a été lancée par la Corée du Sud, je vous rappelle que c'est la Corée du Sud qui a lancé cette rumeur, eh bien Zelensky il dit nous on se bat contre des soldats nord-coréens en Ukraine. En Ukraine. Et là, sur ce fait, on a Mark Rutte, le chef de l'OTAN, qui dit non, 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 il y a peut-être des soldats nord-coréens à Kursk, mais par contre, il n'y en a pas en Ukraine. Donc tout cela faisait qu'on n'y croyait pas à ces soldats nord-coréens, étant donné les mensonges énormes de Zelensky, étant donné qu'il s'est fait rattraper par Mark Rutte, étant donné l'article de la BBC, et étant donné qu'aucune preuve irréfutable avait été donnée. Donc moi, quand j'ai appris ça, j'ai été vraiment surpris. Et au bout à un moment donné, il y a un blogueur russe important, un colonel Kassad, qui disait bon, ça se trouve, c'est le Kremlin qui dit ça juste pour faire en sorte que le monde comprenne bien qu'il y a un vrai pacte militaire entre la Corée du Nord et la Russie, et que si vous attaquiez la Russie, c'est comme si vous attaquiez la Corée du Nord, puisque la Corée du Nord va se battre avec nous. Donc le colonel Kassad aurait dit cela, un très gros blogueur russe, hein. Donc bon, alors maintenant non, il y avait apparemment, moi j'ai vu des photos, maintenant les photos apparaissent côté russe, et il y a vraiment des soldats nord-coréens qui se battaient à Kursk. En tous les cas, voilà, c'est confirmé, il y a bien des soldats nord-coréens. Et une dernière chose pendant que j'y pense qui a fait que tout cela était confus, c'est qu'en plus les Ukrainiens ont dit qu'il y avait des soldats chinois qui se battaient à Kursk. Cela dit, là, pour cette assertion-là, on a la Chine qui a officiellement démenti en disant que non, il n'y a aucun soldat chinois qui se bat à Kursk. Donc ça, il y a eu un démenti immédiat de la Chine, alors qu'il n'y a eu aucun démenti de la Corée du Nord, mais aussi du Kremlin. Et alors, avec ce dernier événement absolument étonnant, eh bien, va-t-on apprendre plus tard qu'il y aura eu des soldats chinois qui se battaient à Kursk malgré le démenti de la Chine? Bon, nous verrons bien, même si je n'y crois pas trop, mais maintenant,
avec ce qui vient de se passer, tout est possible, hein. Donc j'ai été vraiment surpris, mais bon, en attendant, c'est comme ça. Donc Koursk, décidément, ça aurait été un oblast plein de surprises. Et voilà ce qu'on pouvait dire concernant la carte militaire au 28 avril 2025. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, éventuellement un abonnement si ce n'est déjà fait. Aussi, n'hésitez pas à partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela et toujours, soyez curieux.